Bien. Alors, je vais donc reprendre le cours en commençant, comme je le fais toujours, par récapituler la dernière séance. Donc, on avait travaillé sur la question de l'identification des formes grammaticales. J'avais parlé du système de la langue et de la terminologie. Je ne vais pas tout répéter, bien entendu, mais sur la question de l'identification des formes grammaticales, le point important sur lequel je souhaitais attirer votre attention, c'est que identifier des formes grammaticales, c'est-à-dire dire que ceci est un nom, ceci est un verbe, ceci est un déterminant, ou alors que ce groupe de mots est de fonction sujet ou de fonction COD, etc. Toutes ces opérations-là, ce sont en fait des opérations de catégorisation. Et la raison pour laquelle c'est important de savoir ça, c'est qu'il existe en fait deux façons de catégoriser. Une façon qu'on appelle le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, donc c'est un type de processus pour mettre des choses dans des catégories, et puis une autre méthode qui s'appelle la théorie du prototype. Alors on avait vu que le principe des conditions nécessaires et suffisantes, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, c'était un modèle très intuitif. On se base sur les propriétés communes de chacun des membres de la catégorie pour dire que la chose appartient à la catégorie. Et ça correspond au fond à la caractérisation par définition. En fait, on donne une définition avec des traits caractéristiques, et si la chose entre dans la définition, bah, elle entre dans la catégorie, quoi, hein. Donc c'est assez facile à comprendre. Mais en fait, du point de vue cognitif, notre façon naturelle de catégoriser ne fonctionne pas de cette façon-là, et je vous avais montré que ça fonctionne plutôt par prototype, hein. C'est-à-dire on ne va pas catégoriser dans la vie naturelle, dans la vie ordinaire, en cherchant une définition, les propriétés de la catégorie, tout ça, mais on a un prototype de la catégorie et on catégorise de manière très automatique, très globale, rapidement, par similarité avec le prototype. Donc on avait vu qu'il y avait par exemple pour les meubles, des meubles qui sont prototypiques, c'est-à-dire caractéristiques de la catégorie meubles et qui sont au centre, et puis des meubles beaucoup moins prototypiques, comme le réfrigérateur ou la télévision. Et ça s'applique dans l'enseignement de la langue, en tout cas de la grammaire, parce que y a en effet, si on prend, je ne sais pas, le verbe par exemple, ce que j'ai donné ici dans cette diapositive, il y a des formes plus prototypiques que d'autres du verbe, hein, et le verbe conjugué, il est plus prototypique que l'infinitif ou le participe, parce que l'infinitif, il est proche du nom, donc ce n'est pas un verbe à 100%, le participe, il est proche de l'adjectif souvent, donc ce n'est pas non plus un verbe à 100%. En revanche, un verbe conjugué, comme nous chantons, tu marchais, etc., ça c'est prototypiquement un verbe, hein. Voilà. Et puis après, on pourrait renforcer le prototype. Parmi les prototypes de verbes, les verbes qui désignent des actions sont des verbes plus prototypiques que les autres. Là, ça ne nous concerne pas en FLE, mais pour l'enseignement du français langue maternelle aux enfants petits, c'est sûr qu'on va d'abord enseigner des verbes, faire le lien entre une action et un verbe. Bien que des tas de verbes ne dénotent pas des actions, mais les verbes prototypiques, c'est prendre, courir, voilà. Il y a toutes sortes de verbes comme, je ne sais pas moi, rester quelque part, ce n'est pas vraiment une action, donc c'est un peu plus abstrait de le lier. Bon, et puis de toute façon, après, au bout d'un moment, ce qui est important, ce n'est pas la valeur, si vous voulez, sémantique du verbe, c'est le fait que ça fonctionne grammaticalement comme un verbe. Mais pour des enfants petits, souvent, on associe le verbe à des actions bien visibles, comme on associe les noms plutôt à des objets. Les objets sont des prototypes des noms, hein. Par exemple une chaise, une table, etc. C'est sûr que dire la liberté, c'est un nom abstrait, c'est beaucoup moins prototypique comme type de nom. Ou alors dire le décollage de la fusée, par exemple, un mot comme décollage qui désigne, c'est un nom dérivé d'un verbe, donc ça désigne une action en réalité, le décollage. Donc il y a bien des noms qui désignent des actions, mais justement, ce n'est pas des noms prototypiques, hein, au sens cognitif du terme. Mais ce sont des noms au sens grammatical, quand on est capable de généraliser la catégorie du nom, ce sont des noms. Donc, toute cette réflexion sur la question de la catégorisation, elle est pour moi importante pour comprendre ce qu'on fait quand on fait de la grammaire, on catégorise, et du coup, ça implique de prendre en considération
les prototypes plutôt que les définitions. Hein. Parce que prendre en considération les définitions, mais ça, bon, en FLE, ça se fait pas. Enfin, je veux dire, personne ne fait ça. Mais dans l'enseignement du français langue maternelle, vous avez des tas de professeurs qui font copier des définitions aux élèves, comme ça. Et franchement, ce n'est pas d'une utilité extraordinaire. Hein. Peut-être c'est bien pour fixer les choses à un moment donné, mais ce n'est pas avec ça qu'on va développer l'aptitude à catégoriser. Donc, ce qui est beaucoup plus efficace, c'est d'avoir des modèles types, des prototypes, et après, c'est par ressemblance aux prototypes qu'on va catégoriser. Alors, cette ressemblance avec le prototype, elle inclut la ressemblance qu'on appelle distributionnelle. C'est-à-dire le mot peut être remplacé dans une certaine position de la phrase par un autre de la même catégorie. Bref. J'avais donné l'exemple de la définition de la phrase, etc. Je n'y reviens pas. Donc, c'est plutôt les modèles, parce que les définitions, de toute façon, elles sont obligatoirement simples, et puis donc elles seront forcément fausses. Donc, il vaut mieux utiliser les exemples types avec des définitions pas trop longues, quoi. Bon. Là, on est encore une fois dans une perspective de FLE qui est, je veux dire, quelle que soit la démarche didactique que vous adoptez, même si vous êtes dans une démarche actionnelle, ou etc., rien n'empêche d'avoir parallèlement des moments d'enseignement grammatical qui sont cadrés et qui vont vers une progression propre. Hein. C'est ça qui est important. C'est pas de fait. Parce que quand on essaie d'enseigner la grammaire, par exemple au sein d'une démarche actionnelle ou même communicationnelle, avec juste des petits exemples, tu vois, ça c'est un verbe, ça c'est un adjectif, etc. On ne construit pas un savoir structuré. Hein. Donc c'est pour ça que moi je préconise plutôt un enseignement explicite de la grammaire, bien évidemment à partir d'un certain niveau. Évidemment. On ne fait pas ça dans les niveaux A1, A2, hein. Plutôt à partir de B1. Alors ensuite, j'avais parlé du système de la langue, donc à partir de, mais ça on va revoir ça dans le détail, la structure fondamentale de la phrase. J'avais bien insisté sur, et ça on ne le dit pas assez, mais c'est tellement évident quand on fait de la grammaire ou de la linguistique, hein, parce que ça c'est vraiment une propriété générale des langues, que en fait comprendre la structure d'une langue, c'est comprendre qu'est-ce qui s'emboîte dans quoi. Hein. C'est vraiment à chaque fois une structure emboîtée dans une autre structure qui contient une autre. Et ce n'est pas exactement des poupées russes, hein, parce que, encore une fois, j'avais la différence, l'analogie, elle ne fonctionne pas bien, parce qu'une poupée russe, c'est toujours la même poupée qui est à l'intérieur, sauf elle est plus petite ou plus grande, enfin, selon. Alors que là, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, il y a une structure incluse dans une autre structure, mais il y a un reste. Bref, on reverra ça de toute façon bien en détail. Et puis, donc, nature et fonction, des mots et groupes de mots. Donc, j'avais rappelé nature et fonction, hein, que les fonctions, c'est très simple. Hein. Non seulement on a une liste des fonctions possibles, il n'y en a qu'une dizaine, mais en plus, la notion générale de fonction, qui est indiquée par la lettre F ici avec les flèches rouges, ça veut dire une relation. Une fonction, c'est une relation entre des éléments d'une structure. Et la nature, c'est le nom, le type, la catégorie des éléments qu'on met en relation. Hein. Donc, par exemple, dans chat échaudé, craint l'eau froide, j'ai un groupe nominal sujet, que je mets en relation avec un groupe verbal. Voilà. Et puis à l'intérieur du groupe nominal sujet, j'ai chat et échaudé. Donc échaudé, un participe passé qui fonctionne comme adjectif, qui est épithète de chat. Donc là aussi, j'ai deux éléments. Chat, le nom, échaudé, qui est l'adjectif ou fonctionnant comme adjectif, et puis une relation épithète entre les deux, etc. Donc ce qui est important, c'est de repérer les structures d'inclusion. Qu'est-ce qui est inclus dans quoi, hein. Et je vous avais montré avec quelques exemples de manuels qu'il y a des énormités dans les manuels, hein, des choses qu'on ne devrait pas voir. Par exemple ici, dans le bruit étouffé d'un sanglot, dire que le bruit est un groupe nominal, c'est pas possible, c'est objectivement faux, c'est indéfendable. De même ici, le tiroir de la table de la cuisine, le tiroir, la table ne constituent pas des groupes nominaux. Le groupe nominal ici, c'est le tiroir de la table de la cuisine, et puis à l'intérieur duquel il y a un deuxième groupe nominal, la table de la cuisine, à l'intérieur duquel il y a un troisième groupe nominal, la cuisine. Ou alors on peut le dire en termes de groupes nominaux prépositionnels. Vous voyez, là, si je dis dans le tiroir de la table de la cuisine, c'est un groupe nominal prépositionnel, parce que c'est un groupe nominal, le tiroir, etc., précédé d'une préposition dans. À l'intérieur de ce groupe nominal prépositionnel, j'ai
de la table de la cuisine, qui est un autre groupe nominal prépositionnel, et introduit par 2, et puis avec la table, etc. Et puis à l'intérieur de celui-là, j'ai un troisième groupe prépositionnel de la cuisine. Hein. Donc, peu importe, les deux descriptions fonctionnent, mais ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on a des choses incluses, des structures incluses dans d'autres structures. Donc, surtout, les groupes, l'analyse plutôt des groupes, des constituants, et pas l'analyse des mots séparés les uns des autres. Hein. Alors, ensuite, on avait vu un peu la hiérarchie des fonctions. Donc, oui, j'avais dit rapidement qu'on verra, mais ça je vais le reprendre là tout de suite dans ce cours en détail, donc je n'insiste pas. Donc il y a l'analyse de la phrase en 3 groupes. Ensuite, à l'intérieur, on analyse les groupes verbaux. Hein, et puis ensuite, le groupe nominal. Et en gros, quand on a fait tout ça, on a fait l'essentiel. Hein, quand on a analysé la structure de la phrase, quand on a compris la structure de la phrase, la structure du groupe nominal, la structure du groupe verbal, on a tous les éléments quasiment. Bon, j'avais fait un petit point sur les complications nature-fonction, mais je n'y reviens pas. Et puis enfin, on avait parlé de la terminologie. Donc, ça sera donc la terminologie de référence que vous avez sur le site du cours et que vous retrouvez facilement sur les ressources EduScol, Éducation nationale. Et ce qui est important, c'est tout le temps d'utiliser la même terminologie. Hein. Et puis, j'avais terminé sur ces recommandations où la principale, c'est de dire qu'il y a une limite de la grammaire dans l'enseignement. Quand je dis grammaire scolaire, je veux dire aussi bien en FLE qu'en FLM. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer des choses trop complexes. Donc forcément, les structures qu'on va pouvoir décrire en faisant de l'analyse grammaticale, ce sont des structures basiques, quoi. Je veux dire, ce sont des structures assez simples. On ne pourra pas prendre des phrases qui n'ont pas des structures syntaxiques prototypiques, même si ce sont des phrases très naturelles, très simples, qu'on dit à l'oral comme ça, parce que, en plus, la syntaxe de l'oral est très particulière, elle est différente de la syntaxe de l'écrit, et là, le genre de grammaire dont je parle ici, c'est une grammaire de la phrase écrite, hein, c'est une grammaire de l'écrit. Alors, on pourrait faire une grammaire de l'oral, mais je veux dire que cet enseignement de la grammaire de l'oral, il n'est pas du tout stabilisé. Je veux dire, il ne fait pas partie des traditions d'enseignement, alors que la grammaire, on le verra aussi tout à l'heure avec des exemples en espagnol, parce qu'on va pouvoir comparer un petit peu en français, en espagnol, comment ça fonctionne sur le groupe verbal. Il y a des traditions d'enseignement de la grammaire dans plein de pays quand même. Il y a des pays où on n'en fait pas du tout, mais il y a quand même beaucoup de pays où il y a une espèce de tradition grammaticale qui est toujours basée sur la phrase écrite. Hein. Et donc c'est pour ça qu'on travaille plutôt sur la phrase écrite que sur la syntaxe de l'oral, qui est un sujet passionnant pour les linguistes, mais c'est pas... Parce que le but, c'est quoi? Encore une fois, je vous l'avais dit, c'est d'avoir un détachement, un recul métalinguistique par rapport à la langue. Hein. Donc, à la fois, on enseigne une langue, on enseigne... c'est un peu le but des méthodes contemporaines d'enseignement, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte qu'on développe des capacités intuitives qui ne sont pas objectivées comme ça. Je veux dire, par des formes de routinisation, par des formes plus ou moins d'immersion dans les temps de classe, etc. Bon, on essaie de faire des choses qui jouent sur un plan assez intuitif en réalité avec les élèves. Mais il faut jouer sur les deux aspects. Il ne faut pas mettre à la poubelle, ce n'est pas parce qu'on a inventé l'approche actionnelle qu'il faut mettre à la poubelle tout ce qui est métalinguistique. L'aspect métalinguistique, il est extrêmement important aussi. Si on fait que du métalinguistique, on ne va jamais réussir à parler. On peut parfaitement décrire des grammaires de langue sans du tout en dire un seul mot. D'ailleurs, c'est ce que font beaucoup les linguistes. Par exemple, les linguistes qui travaillent en typologie des langues, qui sont capables de faire une communication en citant 20 langues différentes, ils en parlent en général 2-3 sur les 20 maximum. Hein. Sinon, on décrit les structures linguistiques. On n'a pas besoin de parler la langue pour décrire les structures linguistiques. Quand on est linguiste, on a le savoir technique, tout ça. Donc, c'est totalement autonome. Donc, on ne peut pas faire que ça. Par exemple, toujours aujourd'hui en Chine, il y a un enseignement de la grammaire très approfondi, mais avec très peu de temps de parole pendant les temps de cours, etc. Ce qui fait que l'enseignement n'est pas très efficace.
Enfin, il est efficace parce que les étudiants travaillent beaucoup et du coup finissent par rattraper les choses, mais en réalité c'est très inefficace si on fait que de la grammaire et qu'on ne parle jamais. Et inversement, on peut très bien s'en sortir en parlant, bon, vous savez très bien, hein, quelqu'un qui est en pleine immersion sans du tout avoir de cours, il peut finir par réussir à parler une langue, hein, à condition que ce ne soit pas trop loin quand même de sa langue d'origine. Hein. Par exemple, un Français en Hongrie, il peut rester très longtemps avant d'être capable de comprendre ou de dire quelques mots. Hein. Bon, bref, donc quelqu'un en immersion peut totalement, sans aucune connaissance, juste comme ça, par imitation, par analogie, par intuition, mais en même temps, il sera bloqué dans son apprentissage à certaines choses. Et c'est pour ça qu'il faut les deux. Voilà, ça me paraît vraiment un truc de bon sens, hein, franchement. Alors maintenant, on va donc entrer dans le détail des analyses grammaticales. Donc le but ici, c'est vraiment de remettre au jour vos connaissances, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà bien dans tout ce que je vais vous expliquer, mais c'est, disons, pour mettre tout le monde d'accord sur la terminologie, sur les fonctions de base, etc. Alors, comme je vous l'ai dit et rappelé tout à l'heure, la structure de base, c'est la phrase. Hein. Donc, la phrase, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Donc, il y a 3 éléments. Effectivement, on distingue. Il n'y a aucune discussion linguistique sur le fait que la phrase est composée de ces 3 groupes. Hein. Il y a des discussions sur la façon de les nommer, ces groupes. Alors, nous, dans la terminologie, on a choisi groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Ce qui a l'inconvénient d'être un peu hétérogène, c'est-à-dire que, vous voyez, groupe sujet, ça désigne plutôt une fonction. Enfin, c'est pas plutôt, ça désigne une fonction. Groupe circonstanciel, c'est aussi un groupe caractérisé par la fonction, mais groupe verbal, c'est un groupe caractérisé par la nature du mot. Je me souviens plus, je ne vous ai pas déjà parlé du prédicat, etc., de la solution, non, parce que je confonds avec un autre groupe. Alors, donc, oui, donc on en a parlé. Donc je vous ai expliqué pourquoi l'hétérogénéité. Oui, c'est ça, d'accord, on en a déjà parlé. Donc je n'y reviens pas. Je ne me souvenais plus si je l'avais déjà expliqué ou pas. Donc on admet cette réécriture. Peu importe, encore une fois, les dénominations, là, elles sont assez transparentes. Il y a un sujet, un verbe, un complément, mais complément circonstanciel. C'est pour ça que moi, sujet, verbe, complément, j'aime pas trop, parce que quand on dit sujet, verbe, complément, il y a une ambiguïté. Est-ce qu'on parle du complément dans le groupe verbal ou du complément circonstanciel, hein. Donc ça ne va pas du tout. Sujet, verbe, complément, c'est vrai que c'est une vieille rengaine, hein, de la grammaire française traditionnelle, hein, mais en réalité, c'est très trompeur. Hein. Bon. Donc, si on admet cette idée que la phrase, c'est une structure dans laquelle il y a 3 éléments. 3 éléments, ça veut dire 2 relations possibles. Donc, au niveau de la phrase, il n'y a que 2 fonctions possibles. Et ça, je veux dire, c'est là où les choses se clarifient, si vous voulez. Si vous analysez les grands groupes qui constituent une phrase, il n'y a que 2 fonctions possibles mobilisables. La fonction sujet, la fonction circonstancielle. Dans les structures prototypiques, hein, encore une fois. Bon, après, dans certains cas, c'est compliqué, mais ça, c'est la phrase prototypique. Et puis, toutes les autres fonctions qu'on va voir après, hein, par exemple, la fonction COD, distribue le courrier, ben, ce sont des fonctions qui vont être à l'intérieur des groupes. Bon. Fonction épithète, c'est aussi à l'intérieur d'un groupe nominal. Là, en l'occurrence, le groupe nominal, il est groupe sujet, mais peu importe, que la fonction épithète, ça va toujours être à l'intérieur d'un groupe nominal. Ça, c'est vraiment, si vous retenez ça, c'est vraiment important, hein, parce que ça montre que les fonctions, sujet, complément, complément circonstanciel, COD, attribut, machin, c'est pas juste une liste comme ça. Dans chaque type de structure, il y a des fonctions possibles. Au niveau de la phrase, il n'y a que 2 fonctions possibles. Ensuite, on va voir que dans le groupe nominal, ça va être la fonction épithète, la fonction complément du nom. Dans le groupe verbal, ça va être les fonctions COD, COI, attribut.
mais ça n'existe pas au niveau de la phrase fonction COD. Fonction COD, c'est obligatoirement dans le groupe verbal. Oui, c'est pas compliqué, mais on vous explique rarement, enfin je veux dire, les choses de manière aussi... Enfin c'est simple, mais il faut quand même le dire, quoi. Enfin bon, bref. Alors maintenant, regardons chaque groupe. Hein. Le groupe sujet, le groupe verbal, le groupe circonstanciel. Le groupe sujet, il est caractérisé par la fonction. Hein. Donc son rôle, c'est de régler l'accord du verbe. Bon, c'est simple, hein, si j'ai un sujet au singulier, j'ai même au verbe au singulier, j'ai un sujet au pluriel, je mets le verbe, j'accorde le verbe au pluriel. Enfin, quand je dis au pluriel, je simplifie parce que ça peut être nous, vous, il, etc. Il y a plusieurs pluriels, si on veut. Donc, on accorde le verbe avec le sujet. Donc, c'est ça, le sujet, la relation qu'il a avec le groupe verbal, elle se traduit dans l'accord du verbe avec le sujet. Bien. Ensuite, si on s'interroge sur les natures possibles des groupes sujets, quel genre de mots ou de groupe de mots peut être sujet? Les deux sujets prototypiques, le sujet prototypique, c'est le groupe nominal. Mais il y en a un autre, c'est le pronom personnel. Par exemple, le facteur distribue le courrier, c'est un groupe nominal, le facteur. Il distribue le courrier, c'est il. Bon, voilà. Ça, ce sont, si on enseigne la fonction sujet, si on veut faire rapidement un tour d'horizon de la grammaire du français basique, on n'a pas besoin d'autre chose pour caractériser le sujet. Groupe nominal et pronom personnel, ça couvre un très grand nombre de cas. En tout cas, ça permet, ça suffit pour comprendre et expliquer la fonction sujet et le rôle du groupe sujet. Alors, évidemment, après, il y a toutes sortes d'autres choses, d'autres types de mots, d'autres natures de mots ou de groupes de mots qui peuvent être groupe sujet. En dehors du pronom personnel, il y a le pronom démonstratif. Cela, par exemple, cela sera très utile. Le pronom possessif, le mien est en panne. Pronom indéfini, chacun fait son travail. Le pronom interrogatif, qui, par exemple, ici, qui a fait cela. Un pronom relatif, alors ça, évidemment, ça c'est très très courant aussi. Un livre qui a été publié en France, qui est sujet de a été. Hein. Bon, donc ça, ce sont des mots, toutes sortes de pronoms hein, qui peuvent être de fonction sujet. Ensuite, vous avez le groupe infinitif ou l'infinitif tout seul qui peut être sujet. Donc là, j'ai pris comme exemple jouer du piano me repose. Donc vous avez le groupe infinitif jouer du piano. Donc vous voyez pourquoi on appelle ça groupe infinitif. Hein, c'est un infinitif avec ici un complément. Mais si je dis jouer me repose, ça marche aussi. Hein, ça peut être un infinitif tout seul ou un groupe infinitif. Donc ça aussi, ça peut être sujet. Et puis, vous pouvez avoir une fonction subordonnée complétive qui peut être sujet. Qu'elle soit en retard me surprend beaucoup. Qui peut être groupe sujet. Qu'elle soit en retard est une proposition subordonnée, sujet de me surprend. Bon, mais on reverra ça plus tard dans le détail quand on verra les subordonnées. Mais enfin, c'est juste pour vous dire, tous ces sujets-là, il y a aussi la subordonnée relative, mais elle n'apparaît pas ici. On fera de toute façon un cours spécial sur les subordonnées et les différents types de subordonnées. Mais là, c'était juste pour vous dire, voilà, il y a cette complexité du sujet. Mais on n'a pas besoin forcément, en tout cas dans le cadre de l'enseignement, on n'a pas forcément besoin d'entrer dans de tels détails. Et ça suffit, groupe nominal et pronom personnel. Hein. Je dis cela parce que dès que vous allez voir dans une grammaire, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est le sujet, vous avez un doute, etc. Prenez n'importe quelle grammaire, sujet, vous aurez 30 pages. Parce qu'on va vous décrire tous les types, tous les cas, la version du sujet, enfin plein. Non, je veux dire, si on veut avoir des repères simples au début, mais pour avoir une vision d'ensemble, parce que le but c'est d'avoir une vision d'ensemble des structures, il ne faut pas rentrer dans les détails tout de suite. C'est pour ça que ces 30 pages dont je vous ai parlé là, de la terminologie grammaticale, les 30 premières pages qui représentent le premier niveau de la terminologie grammaticale, ça permet en très peu de temps d'avoir une vue d'ensemble de la grammaire du français. Et bon, voilà, hein, c'est quand même assez efficace. Alors quand même, les professeurs, eux, évidemment, ils doivent savoir tout ça, hein, en principe. Bon. Donc, je vous propose, pour vous, un petit exercice d'application
donc sur un texte de George Sand, ici, pour repérer les sujets, hein, juste pour s'entraîner à repérer la fonction sujet. Donc vous allez voir, je pense que, alors, bon, bien sûr, dedans, il y a des relatives, bon, on appelle, qui compliquent un tout petit peu les choses, mais vous allez repérer facilement les structures de phrases, vous allez repérer là où il y a des verbes, et puis vous verrez le sujet. Et je veux dire, cet exercice, moi, je ne vais pas vous laisser un quart d'heure pour faire ça, mais mettons 5 minutes pour y réfléchir un petit peu, et ensuite on regardera ça ensemble. C'est simplement pour que vous preniez conscience que c'est assez facile d'identifier les sujets. Hein. Je veux dire, mais prenez quand même 5 minutes pour y réfléchir et voir les différents cas. Alors, la question, c'est à certains moments, il y a quand même des cas où il y a des groupes entiers qui sont sujets. Donc, c'est là où, s'il y a un il, un on, etc., évidemment, c'est très facile. Mais là où il faut être un peu plus attentif, c'est quand on a un groupe entier qui est sujet. Hein, et c'est là où c'est important. Mais on fera après un exercice vraiment centré sur les grandes structures, groupe nominal, enfin groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Mais enfin, s'il y a une toute petite difficulté dans l'exercice, c'est de bien, quand on a des sujets qui ne se réduisent pas juste à un déterminant, un nom, ou bien à un pronom personnel, de réussir à délimiter le sujet. Bon, allez, voyons ça ensemble. Donc le premier, pas de problème, le on qui est sujet de appel. Ensuite, il y a le qui, pronom relatif, hein, qui est sujet de n'est. Vous avez ensuite on trouve, pas de commentaire. On découvre, pas de difficulté. Alors là, en revanche, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a tout un sujet, le sujet du verbe ensevelir, c'est les arbres séculaires qui l'entourent et les roches éparses qui le dominent. Tout ça, c'est sujet de l'ensevelisse. Hein. Donc, ensevelisse le château. Bon, je n'ai pas pris le temps de lire le texte, mais c'est une description d'un château. Et à l'intérieur de ce groupe sujet, ben, comme vous avez des subordonnés, vous avez d'autres verbes et donc d'autres sujets. Ici, deux pronoms relatifs, qui. Alors là, c'est un cas un peu, je l'ai mis en vert, c'est tout au plus si en plein midi, on peut franchir le sentier abandonné. Alors ça, c'est totalement atypique, hein, parce que vous allez dire quoi? Vous allez dire c'est le verbe être avec comme sujet c'est apostrophe, cela est tout au plus, cette analyse possible, pourquoi pas, mais elle n'a aucun sens par rapport au statut du c'est qui est une espèce de mise en relief, etc. Donc ça correspond. Alors ça c'est vraiment totalement atypique, et si on faisait un exercice avec des élèves, c'est typiquement le genre de choses qu'il faudrait absolument éviter. Bah oui, parce que, en fait, et c'est ça le problème, c'est que très souvent, dans les exercices proposés, il y a des choses comme ça. Et le prof lui-même n'est pas capable de donner une réponse satisfaisante, et pour cause, parce que la grammaire scolaire ne le permet pas. Donc c'est ça qu'il faut apprendre à faire, à séparer les structures basiques des structures qu'on n'a pas besoin d'analyser, parce que de toute façon, ça nous fait rentrer dans des problématiques qui sont totalement hors sujet, finalement, par rapport à l'enseignement de la langue. Alors ensuite, le on peut franchir. Encore un pronom relatif qui y mène. À nouveau, qui l'obstrue. Alors là aussi, une structure, qu'est-ce que vous allez dire là?
parce qu'il y a une structure, encore une fois, de mise en relief. Ce sombre ravin et ce triste castel, c'est la Roche-Maupas. Voyez. Alors, on n'aurait pas le c'est, on aurait ce sombre ravin et ce triste castel est la Roche-Maupas. Il n'y aurait aucun problème. On dirait que tout le groupe, ce sombre ravin et ce triste castel, c'est le sujet. Mais là, on est embêté parce qu'on est un truc détaché, on a le C apostrophe. Donc, voilà. En réalité, ce qu'on verra, c'est que dans une structure de ce genre-là, il faut enlever la mise en relief, qui est un truc qui se rajoute, et puis on fait l'analyse en ayant effacé la mise en relief. Ça, c'est ce que peut faire le professeur, hein, mais il ne fait pas faire ça à ses élèves, il n'interroge pas ses élèves sur des cas comme ça. Alors pareil, il n'y a pas, vous voyez, les il y a, c'est, etc., ce sont des structures un peu figées, enfin, tout au moins qui ont des rôles grammaticaux qui dépassent, qui n'entrent pas du tout dans la séparation sujet, groupe verbal, etc. Alors ensuite, un groupe intéressant, il n'y a pas longtemps que le dernier des mots pras à qui cette propriété tomba en héritage en fit enlever la toiture et vendre tous les bois de charpente. Donc vous voyez là, vous avez tout un groupe qui commence par le dernier, etc., qui finit par héritage, hein, qui est sujet de deux verbes en fait là. Enfin, fit enlever et vendre, et fit vendre. Ou fit enlever la toiture et vendre, oui c'est ça. Fit enlever et fit vendre. Et à l'intérieur de ce groupe nominal sujet, vous avez tomba qui a pour sujet cette propriété. Donc ça, c'est beaucoup plus facile. S'il eût voulu, donc ça c'est un il, pronom personnel. Ensuite un autre, il fit jeter. Alors là, c'est un petit détail intéressant, enfin je veux dire qui est du coup pas, qui est un cas un peu particulier. Le même pronom est en facteur commun de plusieurs verbes. Hein. Il fit jeter à terre, éventrer, enfin plusieurs verbes. C'est plusieurs verbes qui sont compléments, plusieurs infinitifs qui sont compléments de faire, mais c'est le il qui se rapporte à tous. Bon, ensuite, à nouveau, un assez grand groupe nominal sujet. Les bûcherons et les charbonniers qui habitent les huttes éparses aux environs passent. C'est tout ça qui est sujet de passe ici. Et habite a pour sujet le qui. Ensuite, on a il siffle sans difficulté, le jour baisse, pas de problème. L'engoulevent, c'est le nom d'un type d'oiseau, hein, je le précise, c'est pas forcément très connu, l'engoulevent. Commence à glapir, donc un groupe nominal sujet, pas de difficulté. Bûcheron et charbonnier, alors vous voyez, ça c'est un groupe nominal un petit peu particulier, puisqu'il n'y a pas de déterminant, et puis il y a une coordination entre deux noms. Donc l'ensemble du groupe est sujet de passe, et aussi font un signe de croix. Hein. C'est le même sujet qui est sujet des deux. Et enfin, qui, dans qui règne sur Servile. Alors vous voyez, ce petit exercice, il permet de montrer qu'il y a, vous voyez, à l'intérieur, il y a des cas qui sont vraiment les prototypes, c'est-à-dire avec un sujet groupe nominal de base du type le jour baisse, hein, cette propriété tomba en héritage. Vous voyez, des cas vraiment prototypiques. Ou alors avec des pronoms personnels. Il eût voulu, on appelle la Varenne, on trouve. Bon, même avec les pronoms relatifs, c'est assez prototypique. Qui naît, qui l'entoure, qui le domine, etc. Et puis à côté de ça, vous avez un niveau, des séries de cas un petit peu plus délicats qui correspondent aux groupes qui sont plus longs. Hein. Le dernier des mots pras à qui cette propriété tomba en héritage. Tout ça est sujet. Évidemment, c'est un peu plus difficile à reconnaître que juste un groupe nominal ou un pronom. Hein. De même, on en a vu d'autres, un peu c'était quoi? C'était il y avait un peu plus haut les arbres séculaires qui l'entourent et les roches éparses qui le dominent. Tout ça est sujet de l'ensevelisse. Bref, donc c'est un niveau un peu plus difficile. Et puis ensuite, les exemples que j'ai mis en vert, sont vraiment carrément là des choses qui n'entrent pas du tout dans la description. Donc ça me permet de vous expliquer par rapport à une notion donnée, la distinction qu'il peut y avoir en termes de champ d'applicabilité des notions grammaticales. Vous voyez,
les cas du type déterminant plus nom, comme le jour dans le jour baisse, ou les cas du type pronom, comme il, comme s'il eût voulu donner, c'est vraiment le champ d'applicabilité immédiat. C'est-à-dire, là, normalement, ça, on peut l'analyser sans aucune difficulté. Ensuite, il y a le champ d'applicabilité étendu, hein, avec des cas un petit peu plus difficiles, les groupes sujets plus longs, hein, les groupes nominaux sujets qui sont plus longs et plus difficiles à découper. Et puis ensuite, il y a ce qui est en dehors du champ d'applicabilité, hein, c'est-à-dire les choses en vert ici. Vous voyez ça, cette notion de champ d'applicabilité des notions grammaticales, eh bien, cette notion, elle est, me semble-t-il, très utile. Et elle renvoie d'une manière un peu plus précise à cette idée que j'expliquais déjà la semaine dernière, que la compétence professionnelle spécifique d'un professeur de français, c'est d'être capable de distinguer les structures prototypiques, caractéristiques, basiques, des structures un peu plus difficiles, puis des structures qui sont vraiment pas, qui n'entrent pas dans la description possible, qui n'entrent pas dans ce qu'il est possible de décrire avec la grammaire scolaire. Donc ça, ces notions-là, bon, je vous montrerai plus tard, j'ai expliqué ça dans un article, mais peu importe, champ d'applicabilité des notions grammaticales. Champ d'applicabilité immédiat, les choses qu'on peut tout de suite appliquer. Champ d'applicabilité étendu pour partir de B2, C1, etc. Et puis, hors du champ d'applicabilité. Alors, on passe maintenant, après le sujet, au groupe verbal. Alors, on va distinguer deux grands types de groupes verbaux. Le groupe verbal qui est un groupe verbal avec des compléments, et puis le groupe verbal attributif. Donc d'abord, dans le groupe verbal, il y a les fonctions, les deux fonctions compléments d'objet, complément d'objet direct ou indirect. D'accord ? Oui, vous pouvez vous mettre là, c'est vrai que c'est peut-être plus pratique pour voir. Complément d'objet direct ou indirect, avec une distinction qui repose simplement sur la présence ou l'absence d'une préposition. D'accord ? Donc, quand on a le facteur distribue le courrier, il y a un groupe nominal. Enfin, il y a d'abord le groupe verbal distribue le courrier, hein, avec le verbe distribue, et puis le courrier, c'est le groupe nominal qui est complément d'objet de distribue. Il n'y a pas de préposition, c'est un groupe nominal. Alors que dans le facteur parle à la voisine, on a le groupe verbal parle à la voisine, avec à la voisine, qui est toujours dans le groupe verbal, hein, mais qui est cette fois-ci introduit par une préposition à. Donc on a un groupe nominal prépositionnel. Alors certains disent plus simplement groupe prépositionnel. Moi je préfère préciser le noyau, c'est-à-dire que quand on dit groupe prépositionnel, bon, c'est tout à fait commode, c'est tout à fait possible hein, de dire ça. Simplement on donne l'impression que le mot le plus important du groupe c'est la préposition. Hein, parce que quand on dit groupe verbal, le noyau du groupe verbal c'est le verbe. Donc quand on dit groupe nominal, le noyau du groupe nominal c'est le nom. Alors quand on dit groupe prépositionnel, ben, il y a un petit décalage parce que le groupe prépositionnel, c'est pas que la préposition c'est le centre du groupe nominal, le centre du groupe, c'est que juste c'est introduit par une préposition. Donc il me semble plus pertinent de parler de groupe nominal prépositionnel, de groupe, qu'est-ce qu'il va y avoir, de groupe infinitif prépositionnel. Il y a même des groupes pronominaux prépositionnels. Si vous dites à lui ou à elle, ça va être un groupe pronominal prépositionnel. Bref, donc je trouve que c'est plus parlant de dire groupe nominal prépositionnel, parce que ça explicite que c'est un groupe nominal précédé d'une préposition. Donc voilà, c'est ça la distinction. Il n'y a pas d'autre chose dans le groupe verbal à complément d'objet. Hein. Il n'y a pas de complément d'objet second, on appelle ça complément d'objet indirect. Même donc, quand on a deux compléments, hein, il distribue le courrier à ma voisine. J'ai COD, groupe nominal COD, le courrier à ma voisine, groupe nominal prépositionnel, complément d'objet indirect. Hein. Une question juste, les COD, COI, groupe nominal prépositionnel, c'est les fonctions du groupe verbal. Non, il n'y a pas de fonction pour le groupe verbal. Le groupe verbal lui-même, tout entier, avec le verbe plus les compléments, oui. Lui,
on ne lui donne pas de fonction. C'est un peu la base à partir de laquelle les deux autres fonctions, sujet et complément circonstanciel, se définissent, comme on le voit dans, dans le schéma que j'avais fait avant. Oui. Voilà, là, vous voyez, le groupe verbal, il n'a pas de fonction. C'est l'espèce de structure par rapport à laquelle les deux autres fonctions se définissent. D'accord ? Et on voit bien là dans ce schéma que fonction COD, COI, etc., c'est à l'intérieur du groupe verbal, c'est le groupe nominal ou le groupe nominal prépositionnel qui est en relation avec le verbe. Merci. Je vous en prie. Alors, je reviens à mon groupe verbal, pardon. Voilà, donc on peut décrire ensuite les différents types de groupes verbaux. Mais c'est très, enfin je veux dire, c'est très évident. Hein. Parfois le groupe verbal, il se limite au verbe. Par exemple, le facteur travail, le facteur dort, le facteur parle. Alors, du point de vue superficiel comme ça, en surface, je veux dire, c'est vrai que la description syntaxique, elle est la même pour les trois phrases. Hein. Le facteur travail, le facteur dort, le facteur parle. Mais il y a quand même des différences, par exemple entre le facteur dort et le facteur parle, qui ne se voient pas à ce niveau-là, hein, mais qui sont des différences dans la structure possible des verbes. C'est que dormir, c'est impossible qu'il y ait un complément. Alors que parle, on l'a vu tout à l'heure, on peut dire le facteur parle à sa voisine. Il peut y avoir un complément d'objet indirect. Donc vous avez des verbes qui ne peuvent pas du tout avoir de complément, et d'autres qui peuvent en avoir, mais qui n'en ont pas pour X raisons. Par exemple, le facteur parle. Par exemple, je sais pas, on pourrait imaginer une situation dans laquelle on dit non, le facteur ne peut pas t'entendre, il parle. Peu importe qu'il parle à sa voisine, à son copain, à n'importe qui, au boulanger, bon, on veut juste dire qu'il parle. Donc on ne précise pas le complément, hein, mais le verbe pourrait avoir un complément. Alors que dormir, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle donc un verbe intransitif qui ne peut pas du tout avoir de complément. Hein. Alors que le verbe transitif, il peut en avoir un, même si dans un emploi déterminé, il n'en a pas. Mais ça, ces notions de transitivité et intransitivité, elles sont plus abstraites. On n'est pas du tout obligé d'en parler. Au début, c'est des notions plus linguistiques finalement. C'est des choses qu'on peut constater après, mais si on veut mettre en place une description syntaxique de la phrase, ce n'est pas du tout prioritaire. C'est pour ça que je n'en parle pas ici. Bon, ben ensuite, vous voyez, hein, je ne vais pas commenter, c'est quand même très simple. Les structures, le verbe plus groupe nominal, verbe plus groupe nominal prépositionnel, verbe plus groupe nominal et groupe prépositionnel, hein, donc les verbes à double complément, distribue son courrier à ma voisine, ou alors il peut y avoir deux compléments d'objet indirect, hein, il parle de ses vacances à sa collègue. Bon, là on a fait à peu près le tour. Après, vous pouvez avoir évidemment plusieurs... comment dire, dans un même groupe verbal, vous pouvez avoir plusieurs groupes nominaux qui sont, comment dire, si vous voulez, la structure GN. Là, par exemple, si je prends le facteur distribue le courrier, GN pourrait se décomposer lui-même en plusieurs sous-GN. Je pourrais dire, au lieu de dire le facteur distribue le courrier, je pourrais dire le facteur distribue les lettres, les journaux, les colis. Tout ça, ça ferait juste une structure GN, mais qui se décompose en plusieurs éléments. Ce n'est pas une structure qui a une nature différente. Hein. Donc, au fond, quand on a décrit ces structures-là, on a tout décrit. Sauf que, évidemment, après, on peut complexifier en démultipliant les structures indiquées. Je veux dire, on peut avoir GN tout seul, ou bien GN1, GN2, GN3. Voilà, mais ça ne change rien à la structure de base, d'une certaine façon. Alors, un point qui est indiqué ici sur cette diapositive et qui est extrêmement important, en particulier, on le verra, pour distinguer le complément du verbe du complément circonstanciel, en particulier surtout le complément d'objet indirect du complément circonstanciel, c'est le fait que le verbe est toujours, le sens du complément est toujours lié au sens du verbe. Alors, ça vous paraît peut-être une évidence, mais vous voyez, si je dis... En fait, on peut le dire autrement en disant que le verbe il sélectionne un complément. Quand je dis boire, derrière le verbe boire, comme complément, j'ai obligatoirement des boissons, quoi. Je veux dire, je vais avoir boire du lait, de l'eau, du vin, de la bière, tout ce qu'on veut. Bon.
si je mets autre chose, je déclenche un sens spécial. Si je dis « il boit ses paroles », bah, ça veut dire que ça déclenche un sens métaphorique. Mais comment je perçois que c'est un sens métaphorique? Pourquoi je perçois immédiatement que dans il boit ses paroles, pourquoi je détecte immédiatement qu'il y a un sens métaphorique? Parce que j'ai en tête que normalement, derrière le verbe boire, il y a des verbes qui désignent des boissons. Et si je romps cette attente, je déclenche un sens bizarre du verbe, un sens spécial du verbe. Donc ça veut bien dire que les verbes, vraiment, en raison de ce qu'ils signifient spécifiquement, ils sélectionnent des compléments. Un verbe de mouvement, je veux dire tomber, aller, un verbe, il oblige à indiquer comme complément, par exemple pour tomber, ça va être il tombe de quelque chose, donc le point de départ de la chute, ou le point d'arrivée. Il tombe dans la, dans la mare, dans la mer, peu importe. Donc il y a vraiment un lien sémantique obligatoire entre le verbe et son complément. Hein. Et on va voir que c'est une relation qui n'existe précisément pas du tout avec le complément circonstanciel, et ça nous aide beaucoup à faire la différence dans certains cas. Alors ça, c'est donc tous les cas où le groupe verbal est un groupe verbal avec complément d'objet. C'est la première grande catégorie de groupes verbaux. Il y a une deuxième grande catégorie, et c'est tout, hein, il n'y a que deux grandes catégories de groupes verbaux. Le groupe verbal avec un attribut du sujet. Voilà, ça peut être un attribut du complément d'objet, mais là c'est plus compliqué, attribut du complément d'objet, mais donc j'en reste pour l'instant à attribut du sujet. Donc pourquoi on a une catégorie différente? On pourrait ne pas avoir de catégorie différente, hein, parce que il y aurait des arguments linguistiques, mais il y a quand même une différence entre le fonctionnement de l'attribut du sujet et le fonctionnement du complément. Enfin, il y a plusieurs différences, mais du point de vue sémantique, je viens de dire, il y a un instant, que le complément du verbe, il est lié au sens du verbe. Je dis boire, il va y avoir des boissons. Je dis aller, il va à Paris. Derrière le verbe aller, il va y avoir un lieu. Il va à Paris, il va à Marseille, il va à Madrid, il va... Bon. Ça sélectionne un lieu. Mais avec la fonction attribut du sujet, dans la mesure où le verbe attributif central, c'est le verbe être. Le verbe être, il sélectionne rien du tout. Hein. Je veux dire, on peut mettre n'importe quoi derrière le verbe être. Ce qui va être en revanche important, c'est le sujet. Hein. Pour ça qu'on parle d'attribut du sujet. Mais dans le groupe verbal, il y a la relation, si vous voulez, dans le cas d'un attribut, hein, d'un verbe attributif, la relation entre le verbe et l'attribut est d'une nature très différente de la relation entre un verbe et un complément d'objet, direct ou indirect. C'est une espèce de signe égal. Alice égale grande, hein, si on veut. Bon, donc, une autre particularité de l'attribut du sujet, c'est qu'à la différence du complément, on peut avoir des structures adjectivales, hein, des adjectifs ou des groupes adjectivaux qui sont attributs. Alors que dans la fonction complément d'objet, direct ou indirect, ce sont toujours des groupes nominaux ou groupes nominaux prépositionnels. Là, on peut avoir, vous voyez, soit un groupe nominal, comme dans Alice est une bonne avocate, donc une bonne avocate, groupe nominal attribut du sujet Alice. Alice est grande, là c'est un adjectif attribut. On pourrait avoir un groupe adjectival, hein, si j'avais est très grande, ou est particulièrement grande, ou si j'avais elle est aussi grande que sa mère. Donc, tout ça, ça serait des groupes adjectivaux attributs du sujet Alice. Bon, attribut du COD, on verra tout à l'heure avec un exemple, ce sont des cas plus compliqués dont on n'a pas forcément besoin à ce niveau-là. Ok, donc voilà, dans le groupe verbal, c'est simple, une fois que vous avez compris qu'il y a deux types, les groupes verbaux avec des compléments d'objets, les groupes verbaux attributifs, bon, vous avez déjà séparé les deux grandes catégories, puis à l'intérieur des groupes verbaux à complément d'objets, vous avez complément d'objet direct ou indirect, donc le verbe, plus un groupe nominal ou un groupe nominal prépositionnel, complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Et puis, dans le cas du groupe verbal attributif, eh bien, un adjectif, un groupe adjectival ou bien un groupe nominal qui va être attribut du sujet comme fonction. Hein.
Voilà. Un petit complément quand même sur le verbe, c'est que sur le groupe verbal, c'est qu'il y a facultativement, donc ça ne fait pas partie de la structure de base, donc, mais ça c'est quand même fréquent et il faut le mentionner bien sûr. Dans les groupes verbaux, il peut y avoir des adverbes. Hein. Alors il peut y en avoir partout des adverbes. Hein. Il peut y en avoir dans les groupes adjectivaux, au niveau des phrases, tout ça. Enfin, un adverbe, il peut être complément circonstanciel par exemple. Bon, des adverbes, il y en a partout, mais comme il y en a partout, il y en a aussi dans les groupes verbaux. Et donc, là, je précise les deux grands types d'adverbes qu'on trouve dans les groupes verbaux. Ben, il y a d'abord l'adverbe de négation. Hein, par exemple, ne pas. Hein, c'est un adverbe séparé en deux éléments. Un adverbe un peu disjoint. Dans la linguistique plus savante, il y a des noms pour qualifier le ne et le pas, mais on n'a pas besoin. Et puis, vous avez les adverbes dits de manière. Hein. Par exemple, cette étudiante travaille assidûment. Assidûment, c'est un adverbe qui modifie le verbe travailler. La négation, elle modifie aussi le verbe. Hein. Là, c'est de la négation totale, ce qu'on appelle la négation totale, c'est-à-dire qui porte vraiment sur le verbe et qui dit la phrase, qui dit la négation logique de la phrase. Hein. L'adverbe de manière, il est aussi, il se rapporte au verbe, il est incident au verbe pour indiquer la façon dont le procès désigné par le verbe s'effectue. Alors dans certains cas, il peut y avoir une ambiguïté. Hein. Quand vous prenez une phrase comme « cet étudiant travaille étrangement », ça peut signifier deux choses différentes. Ça peut signifier, si je prends étrangement comme un adverbe qui est un adverbe de manière par rapport au verbe travailler, ça signifiera que sa façon de travailler est étrange. Hein. Mais avec une intonation, alors c'est vrai qu'on peut faire varier un peu l'intonation. Hein. Si je dis cet étudiant travaille étrangement, là j'ai plutôt tendance à dire que l'adverbe étrangement est un adverbe de manière. Mais je peux prononcer en disant cet étudiant travaille étrangement. Ça veut dire qu'il est étrange que cet étudiant travaille. Voyez ? Dans ce cas-là, étrangement devient un complément circonstanciel. Donc, vous voyez, là, on commence à sentir, avec les adverbes, évidemment, l'histoire de savoir si c'est impliqué par le sens du verbe ne marche pas. Mais là, c'est un exemple d'ambiguïté où on voit, ça veut dire à quoi il se lie cet adverbe. Hein. Bon. Mais ça suppose, on verra en détail plus tard quand on verra les adverbes. Voilà, on arrive à un petit exercice d'application sur les groupes verbaux. Donc là, je demande juste d'identifier les groupes verbaux et donc de préciser à chaque fois où est le verbe, où sont les compléments, etc. Bon, on ne va pas faire de pause évidemment parce qu'on a perdu trop de temps, mais du coup je vais quand même vous laisser 5 minutes là quand même pour réfléchir sérieusement. Voilà, je profite. Alors, ça va? C'était pas trop difficile. Alors, on va corriger ça ensemble. Donc, première phrase, une scie à eau se compose d'un hangar au bord d'un ruisseau. Le toit est soutenu par une charpente qui porte sur 4 gros piliers en bois. À 8 ou 10 pieds d'élévation au milieu du hangar, on voit une scie qui monte et qui descend, tandis qu'un mécanisme fort simple pousse contre cette scie une pièce de bois. Alors, on va avoir un premier groupe verbal ici, se compose, donc vous avez le verbe composer, hein, se compose d'un hangar au bord du ruisseau. Hein. Pourquoi je mets au bord du ruisseau? Parce que c'est un complément du nom hangar en fait, ça fait partie, c'est pas, on ne pourrait pas dire ici, mais ça on verra ça plutôt demain, au bord du ruisseau, une scie à eau se compose d'un hangar. Vous voyez, on ne pourrait pas dire ça. Ça veut dire que le au bord du ruisseau, c'est comme si on avait le hangar du ruisseau. Hein. Donc ça fait vraiment partie du groupe nominal dont le noyau est hangar. Bon, donc on a un verbe avec un groupe nominal prépositionnel. Le toit est soutenu par une charpente qui porte sur 4 gros piliers en bois. Donc tout ça, c'est le groupe verbal. Donc on a un verbe ici, c'est un peu particulier parce qu'on a un verbe au passif. Hein.
C'est la charpente qui soutient. La charpente, oui. Qui soutient quoi? Le toit, voilà. Mais on a quand même, c'est vrai que j'en ai pas parlé du verbe passif parce que au fond, bon, c'est vrai que c'est une structure quand même différente de celle qu'on a vue précédemment, j'aurais dû l'ajouter dans la liste, c'est vrai, mais c'est quand même verbe plus groupe nominal prépositionnel, hein, mais c'est quand même différent d'un verbe avec un COI, puisque là c'est ce qu'on appelle le complément d'agent. Bon. Alors ensuite le troisième exemple, c'est elle porte sur 4 groupes liés en bois. Donc ça, c'est un complément d'objet indirect, hein, donc verbe porter sur 4 groupes liés en bois. Voit une scie qui monte et qui descend. Une scie qui monte et qui descend, c'est le groupe nominal COD de voix. Dans qui monte et qui descend, on a 2 verbes, monte et descend, qui eux n'ont pas de complément. Donc là, le groupe verbal, il se réduit au verbe. Et puis pousse contre cette scie une pièce en bois, donc là j'ai 2 compléments. Pousser, là c'est pousser quelque chose quelque part, hein. C'est ça le sens du verbe pousser. Comme tout à l'heure je disais tomber, tomber c'est tomber de quelque part, donner c'est donner quelque chose à quelqu'un, bon là on a une structure pousser, pousser quelque chose quelque part. Oui? J'arrive pas à situer par rapport à groupe nominal prépositionnel et COI, on notifie quoi du coup? En fait, groupe nominal prépositionnel, c'est la nature du groupe. COI, c'est la fonction. D'accord, donc et donc on n'écrit pas... Bah là, j'ai juste décrit... La fonction, en fait, elle est induite dans les fonctions COI, elle est induite par des crochets un peu? Eh bien, oui. Elle est notifiée comme ça? C'est-à-dire que là, je n'ai pas mentionné la fonction, mais si vous voulez, à partir du moment où on est dans le groupe verbal, sauf dans le cas du verbe au passif, hein, qui est un peu à part, mais dans tous les autres cas, chaque fois que vous avez groupe nominal prépositionnel, bah, vous avez forcément la fonction complément d'objet indirect, et chaque fois que vous avez groupe nominal, vous avez forcément la fonction COD, puisque là, on est dans des verbes à complément, on n'est pas dans des attributs, des verbes attributifs. Donc, j'ai mentionné seulement parce que je disais, la consigne, c'était identifier. Donc, c'était juste dire c'est quoi les constituants du groupe, pas forcément donner la fonction. Mais quand je dis qu'un groupe verbal est composé d'un verbe plus d'un groupe nominal prépositionnel, je parle en nommant des natures de mots et de groupes de mots, verbe, groupe nominal prépositionnel, parce que quand je dis groupe nominal prépositionnel, je dis le genre de structure, de quelle catégorie de type de mots, de groupe de mots. Mais je pourrais dire c'est un verbe et un complément d'objet indirect, si je voulais qualifier la fonction plutôt, hein, utiliser la fonction. Donc, une fonction, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est une relation dans une structure. Donc, en fait, la fonction, c'est le nom du lien entre verbe et GNP. J'avais demandé parce que il me semble que c'est pas chaque groupe nominal prépositionnel qui introduit des compléments d'objet indirect. Il y a des compléments circonstanciels aussi. Par exemple, la contre, c'est pas... Non, alors là, bon, évidemment, c'est un peu particulier cette structure, et on pourrait discuter sur... mais là, le sens de... Alors, oui, d'abord, pour répondre à votre question, oui, les groupes circonstanciels sont aussi introduits par des prépositions. Donc, un groupe nominal prépositionnel, il peut être complément circonstanciel. Mais ça voudra, s'il est complément circonstanciel, il ne sera pas dans les parenthèses du groupe verbal. Parce que précisément, un groupe circonstanciel, il est en dehors du groupe verbal. Hein. Donc là, j'ai considéré que contre cette scie faisait partie du groupe verbal parce que, je vous l'ai dit, c'est pousser quelque chose quelque part. Ce n'est pas quelque chose qui se passe quelque part. Contre cette scie, il se passerait quelque chose. Hein. On pousse une pièce. C'est qu'on pousse la pièce contre la scie. Hein. Donc bon, mais ça, là, on entre dans des détails. Cet exemple, il est quand même pas très facile. C'est vrai que dans ces... Vous voyez, si on raisonne encore une fois, parce que c'est important, je trouve que j'essaie à chaque fois que je peux de vous dire, voilà, ça c'est assez prototypique, ça l'est moins et tout. Donc là, il y a déjà un verbe au passif, donc ça c'est un peu en dehors du coup. Et puis le cas de contre cette scie, évidemment, c'est pas très prototypique comme type de complément non plus. Hein. Parce que c'est vrai que ça pourrait être dans une autre phrase, un groupe introduit par contre pourrait très bien être un complément circonstanciel. Alors, deuxième phrase,
c'était au lieu de surveiller attentivement l'action de tout le mécanisme, Julien lisait. Ah, vous avez reconnu d'où ça vient, hein, je ne sais pas si j'avais donné la référence. Rien n'est plus antipathique au vieux Sorel. Il eût peut-être pardonné à Julien sa taille mince, peu propice aux travaux de force, mais cette manie de lecture lui était odieuse. Il ne savait pas lire lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un verbe à l'infinitif qui a des compléments. Hein. Surveiller l'action de tout le mécanisme. Alors là, il y a un adverbe en plus, attentivement. Bon, il lisait. Donc là, c'est le verbe tout seul. Comme je vous disais, c'est un verbe pour lequel on pourrait avoir un complément. Hein. Il lisait un livre, il lisait un journal, il lisait un livre passionnant, etc. On peut avoir toutes sortes de compléments. Mais là, en l'occurrence, le verbe lire est employé sans complément. Alors ici, rien n'était plus antipathique au vieux Sorel. Alors là, on a un verbe, le verbe être, donc, qui va générer un attribut, hein, attribut du sujet. Était antipathique, donc c'est antipathique le noyau de l'attribut. C'est antipathique au vieux Sorel. Hein. Et on a le ne plus antipathique qui va être un adverbe de négation à l'intérieur du groupe verbal. Hein, ne plus. Mais cette fois-ci, ce n'est pas ne pas, c'est ne plus. Donc vous voyez que ça donne un degré sur antipathique. Hein. C'était très antipathique au vieux Sorel. On pourrait gloser en disant, au lieu de dire que la lecture pour le vieux Sorel, rien n'était plus antipathique, on pourrait dire la lecture était très antipathique au vieux Sorel. Donc c'est là qu'on voit bien que le ne plus, il joue comme un adverbe qui modifie antipathique, qui donne une intensité. Bon, donc on a un groupe adjectival, attribut du sujet, et un adverbe. Ensuite, on a le groupe verbal qui a pour noyau pardonner, le verbe pardonner. Donc on parle de noyau, hein, classiquement. Le noyau du groupe verbal, c'est un verbe. Le noyau du groupe nominal, c'est un nom, etc. Eût pardonné à Julien sa taille mince, peu propice aux travaux de force. Donc là, on a un verbe, eût pardonné. À Julien, c'est un groupe nominal prépositionnel. Et sa taille mince, peu propice aux travaux de force, tout ça forme un groupe sujet. Un groupe nominal, COD. Donc ici, on a COD et COI, hein, pardonner quelque chose à quelqu'un. Ouais, en fait, c'est bien d'essayer de simplement gloser la structure du groupe verbal en disant est-ce que c'est verbe quelque chose à quelqu'un, verbe à quelque chose. Vous voyez, ça permet de bien, je trouve, de bien prendre conscience de la structure du groupe verbal. Alors là, lui était odieux. C'était quoi cette manie de lecture? Lui était odieuse. Alors ça, c'est compliqué. Hein, c'est un verbe attributif avec un groupe adjectival, mais était odieuse à lui. Donc on pourrait dire que le lui est une espèce de complément de l'adjectif, mais c'est compliqué là. Hein. Bon, donc ça, je ne vais pas commenter plus avant parce qu'il y aura plusieurs analyses possibles. Il ne savait pas lire. Bon, bah là, on a un infinitif COD, donc c'est pas un groupe nominal. Ici, c'est un peu moins prototypique, mais c'est pas non plus d'une rareté incroyable, mais c'est vrai que c'est pas un groupe nominal. Mais les infinitifs ont souvent les fonctions des noms, donc c'est pas étonnant qu'un infinitif ici soit COD. Et puis, il y a l'adverbe de négation, ne pas. Ensuite, dernière phrase, enfin les deux dernières phrases, pardon. Eh bien, paresseux, tu liras donc toujours tes maudits livres pendant que tu es de garde à la scie. Et puis la quatrième, dès sa première jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné à son père l'idée qu'il ne vivrait pas ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille. Donc, le groupe verbal dans la première phrase, ça va être, le premier, c'est « liras, tu liras donc toujours tes maudits livres ». Donc, on a « liras tes maudits livres ». Alors, le donc, on va le mettre plutôt au niveau de la structure de la phrase, mais là, ce serait toute une discussion. Donc, tu liras toujours. Vous voyez, on pourrait très bien le mettre en début de phrase. Donc, tu liras toujours tes maudits livres. Donc, on peut difficilement considérer que le donc modifie lire, par exemple. Hein.
c'est pas comme si un adverbe qui modifierait le verbe lire ici, ce serait tu liras passionnément, tu liras constamment tes beaux 10 livres. Mais tu liras donc, le donc il a un statut adverbial, mais en dehors du groupe verbal ici. Mais bon, je le dis comme ça et je suis parfaitement conscient du fait que je n'argumente pas beaucoup parce que ça anticipe sur la suite. Hein. Mais donc encore une fois, c'est pas un très bon exemple. Tu es de garde, là, c'est carrément pas prototypique parce que c'est vraiment une structure figée, être de garde. Bon, donc je passe. Son air extrêmement pensif et sa pâleur avait donné à son père l'idée qu'il ne vivrait pas. Avait donné à son père, hein, donner quelque chose à quelqu'un. Donc là, verbe plus groupe nominal, hein, l'idée qu'il ne vivrait pas ou qu'il vivrait pour être à charge à sa famille. Donc vous voyez, j'ai mis simplement groupe nominal, mais il se décompose en deux. L'idée qu'il ne vivrait pas ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille, c'est tout ça que je mets dans le groupe nominal. Simplement, un peu comme je disais tout à l'heure, il y a deux groupes nominaux, l'idée qu'il ne vivrait pas, l'idée qu'il vivrait pour être une charge à sa famille, avec l'idée qui est un peu en facteur commun. Et puis le groupe nominal prépositionnel à son père. Donc c'est le verbe donner, hein, c'est donner quelque chose à quelqu'un. Du point de vue de la structure, il n'y a pas de mystère, là c'est pas compliqué. Ne vivrait pas, c'est juste le verbe avec la négation. Vivrait, être une charge à sa famille, là c'est un verbe attributif avec un attribut du sujet assez prototypique, hein, avec un groupe nominal, une charge à sa famille. Voilà, donc vous voyez, ces exemples montrent quand même que on peut avoir quand même des difficultés d'analyse dans les groupes verbaux. Il ne faut pas donner n'importe quoi. Là, ça, c'est un extrait d'un manuel d'exercice qui est, au fond, c'est un manuel d'exercice destiné à des étudiants linguistiques, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses un peu plus difficiles. Oui, ben voilà, ça vient de là. Hein, exercice de linguistique. Et d'ailleurs, si ça vous amuse, vous pourrez aller voir le détail du corrigé. C'est un livre que j'ai publié il y a déjà pas mal d'années. Mais à chaque fois, il y a les exercices, les corrigés. Puis vous trouvez ça dans les bibliothèques facilement. Oui. Voilà, bon, merci de votre attention et à demain alors. Au revoir. Ah, merde, j'ai pas lancé l'enregistrement de la vidéo. Bon, bah c'est pas grave, on aura un truc séparé. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. À demain. Au revoir, à demain. Je vous en prie. Oui. Juste pour revenir au sujet, parce que je trouve que c'est très intéressant. À un moment donné, je me posais les mêmes questions par rapport à l'espagnol et au français. Et à un moment donné, je lisais ce roman qui s'intitule L'arbre de la science de Pío Baroja. C'est un écrivain espagnol très réputé. Ah oui, je ne connais pas. Du 19e siècle. Et normalement, on va considérer que les écrivains connaissent la grammaire par cœur et qui font jamais des fautes, etc. Ouais. Et à un moment donné,